Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te présenter le tout premier partenaire de l'histoire des UBBistes. Coup gagnant, c'est une nouvelle façon de faire vivre la billetterie de la Champions Cup pensée spécialement pour les supporters. Le principe est simple, tu choisis ton équipe, tu achètes un ticket à prix réduit. Si ton équipe atteint la finale, ton ticket se transforme en une vraie place pour assister au match. Je t'explique, par exemple, tu prends un coup gagnant pour l'Union Bordeaux-Bègles. Si l'UBB se qualifie pour la finale de Champions Cup, tu remportes ton billet pour vivre l'événement en tribune au cœur de l'ambiance. C'est une manière fun et innovante de suivre les phases finales de Champions Cup et de Challenge Cup. Tu ne fais plus que regarder le parcours de ton équipe, tu le vis avec un enjeu supplémentaire à chaque match. C'est une vraie opportunité d'accéder à la finale pour beaucoup moins cher que le prix public. Et même si ton équipe ne va pas au bout, une partie de ton argent est reversée à une association sportive dans le monde du rugby. Tu soutiens ton club et tu soutiens aussi le sport. Immense merci à Coup Gagnant pour leur confiance. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site dont le lien est en description. Bon épisode. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 69e épisode des UBBistes. Je suis ravi de vous retrouver après cette petite semaine de break des UBBistes. Est-ce que Yann, la coupure a fait du bien? Très bien, on s'est reposé après Pau. Ouais, c'est vrai Non, mais ça a été très bien. on avait besoin d'un peu de repos, de prendre de la hauteur après la défaite dans le Béarn. Et comme le top 14 rattaque plein badin avec la réception de l'ogre toulousain, on s'est dit qu'il fallait faire une petite réunion du Jalib FC et du coup inviter le président pour décortiquer à la fois le tournoi de notre joueur préféré et puis préparer le choc de ce week-end. Donc on a monsieur Greg Aki qui est parmi nous. Comment ça va Thibaut? Ben, bien, bien, très bien même. Comment ça ne pourrait pas aller depuis ce formidable week-end? Non, tout va bien les gars. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Effectivement, je pense qu'on va passer un petit moment à discuter de notre ouvreur préféré qui a encore montré à tout le monde à quel point il était talentueux. Et puis on fera quand même un point sur le match de ce week-end parce que l'UBB va devoir prendre des points. Et nous, on vient pour être embêtants. Donc, Ouais. de bons débats qui nous attendent. Ouais, je pense qu'on a du pain sur la planche. Avant de commencer cet épisode, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et tutti quanti. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Les épisodes sont tous disponibles en vidéo, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et comme vous l'aurez compris avec l'intro de cet épisode, on remercie notre tout premier partenaire, le site Coup Gagnant sur lequel vous pouvez réserver vos places pour la finale de Champions Cup en pariant sur votre club préféré. En fonction des pronostics, les prix des places sont plus ou moins élevés, mais vous repartez de toute façon avec la place pour la finale si votre club va en finale. Voilà, vous avez toutes les infos sur le concept de Coup Gagnant sur le site dont le lien est disponible en description. Voilà pour cette petite intro, on va directement passer aux actus du club. Et pour commencer les actus, Thibaut en a rapidement parlé. C'est vrai qu'il y a eu un petit quelque chose ce week-end. Enfin, deux quelque chose, même avec les victoires dans le tournoi des grands de l'équipe de France, mais aussi des U20 qui ont fait eux le grand chelem. Je vous propose qu'on revienne sur les performances de nos Bordelais. Alors, du coup, Thibaut, ce ne sera pas que de Mathieu Jalibert, mais bon, on sait que tu as de quoi dire sur les autres Bordelais qui étaient présents. Et on va peut-être commencer par, dans l'ordre des numéros. C'était la première cape de Temo Mathieu qui jouait au poste de numéro 7, alors qu'il joue plutôt en 8 à l'UBB. Alors il a été remplacé à la mi-temps, mais grosso modo, ses stats, c'est 11 sur 12 au plaquage, 7 mètres parcourus ballon en main, 2 passes. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match? Il a été un peu sanctionné ou alors ça a été plutôt un choix tactique de Fabien Galtier de faire entrer Michael Guillard. T'en as pensé quoi toi, Yann? Bon, c'est une bonne première, hein, moi je trouve, hein. Après, je pense que c'est purement tactique, parce qu'en fait, on se faisait un peu rouler dessus en termes de densité. Et effectivement, tu fais rentrer Guillard, bon, mais t'apportes autre chose. Il jouait 7, mais globalement, il était pas mal utilisé en 8, parce qu'il était tout le temps dans la ligne pour les lancements de jeu, et c'est lui qui allait péter et qui, au centre du terrain. Et pour le coup, bon, il a fait que 7 mètres, mais c'était plutôt pas mal. Il a essayé de porter le ballon. Après, effectivement, c'est pas le mec le plus dense au monde, mais il s'est accroché en défense. Il fait une petite pénalité sur un molle porté où il écroule. Mais moi, je l'ai trouvé très bien. C'est le meilleur plaqueur des Français en fait à la mi-temps. Mais après, voilà, pour une fois je veux dire, pour une fois que Fabien Galtier essaye de s'adapter et,
et tu vois, il fait un changement tactique très tôt pour essayer de changer un peu la donne parce que tu sens que le match, physiquement, on est pris. Voilà, on va le féliciter pour ça parce que parfois c'était plutôt des remplacements qui étaient prédéterminés en disant mais on fait rentrer tout le monde à la 48e, à la 52e, etc. Baptiste joue 10 minutes. Mais du coup, tu vois, là, il a su adapter son coaching. Donc, c'était plutôt pas mal. Mais pour une première, c'est très bien. Je pense qu'au moins, il sait le niveau international, la densité qu'il faut. Peut-être qu'on le reverra, sûrement. Mais en tout cas, au moins, il sait ce qu'il faut pour progresser. Donc, moi, je suis vraiment content pour lui. Il doit être un peu déçu parce que tu sors à la mi-temps, tu as l'impression d'être sanctionné. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le message qu'a voulu envoyer le staff. Ouais, c'est tout juste. Moi, je suis totalement d'accord. J'ai vu pas mal de critiques sur les réseaux sur sa performance et sur le fait que ça avait été légitime qu'il sorte à la 40e par rapport à sa performance, pas par rapport à la performance globale du pack. Et ça m'a un peu surpris parce qu'effectivement, il est meilleur placard à la mi-temps. Il finit avec 6 courses et 6 courses, c'est, je crois, le deuxième avant qui fait le plus de courses. Tout ça en 40 minutes. Donc, ouais, moi, j'ai trouvé sa performance vraiment bonne. Il s'est beaucoup proposé en premier preneur de balle. Il a effectivement gagné que 7 mètres parcourus, donc il n'a pas forcément gagné ses duels, mais il les a pas perdus non plus. Moi, je l'ai trouvé très utile et j'étais vraiment surpris de sa sortie. Surpris parce que, enfin, pas surpris parce que c'était un des meilleurs pour moi sur la première mi-temps. Pas surpris parce que c'était le plus jeune et qu'il fallait rajouter du poids. On était en souffrance sur les molles, on était en souffrance globalement sur devant et Mathieu étant le plus jeune, vu qu'il fallait faire rentrer Guillard, il fallait faire rentrer du poids. Bah, il n'allait pas sortir Olivon ou Cross, donc il a fait sortir Mathieu. Mais par contre, ouais, ça a été une très bonne première. Moi, j'ai trouvé vraiment juste, avec beaucoup, beaucoup d'envie. Et je pense qu'il a prouvé qu'il avait la densité pour être à l'échelon supérieur. Et il a carry comme il fait à l'UBB, et sans aucune pression, il s'est pas caché. La seule effectivement faute et qui pourrait peut-être coûter un peu cher aux yeux de Galtier, c'est la même qu'avait fait Nouchi une semaine plus tôt. Pas que pour ça qu'il est sorti, mais en partie, c'est le mol écroulé à 5 mètres de la ligne, qui n'a pas du tout du plaire au staff. Ça, c'est vraiment rédhibitoire au niveau international. Mais hormis ça, non, il a été très très bon, très juste. Donc moi, j'étais vraiment agréablement surpris. Je m'attendais à ce qu'il soit au niveau. Et il a complètement convaincu. Pour moi, c'est une vraie réussite. Ouais, je pense que du coup, on est tous les trois assez alignés. Début prometteur, pas le plus grand ou la plus grande mi-temps en tout cas de sa carrière, mais au moins il goûte à ce niveau international. Alors, je vais pas suivre l'ordre numérologique parce que je vais choisir d'aller d'abord sur Yoram Moefana qui avait été plus qu'en demi-teinte face à l'Écosse. Là, sur ce match-là, il est à 6 sur 8 au plaquage, 34 mètres parcourus, un franchissement, 5 passes. Qu'est-ce que vous avez pensé de Yoram qui a fait tout le match? La paire de centres d'ailleurs a fait tout le match puisqu'Emilien Gaëton n'est pas rentré. Ça a été compliqué mais un peu mieux que l'Écosse. Comment tu vois ça, toi, Yann? Bon, après, pour les autres aussi, on va pouvoir évoquer, parce que bon, Mathieu, c'était vraiment qu'un seul match, mais pour les autres, c'est plutôt la longueur du tournoi. Et c'est vrai que pour le coup, il fait un tournoi très neutre. C'est-à-dire qu'il a fait un bon premier match où j'avais trouvé très en jambes. Après, il a eu du mal à revenir de sa blessure. Je pense qu'il est complètement passé à côté, mais comme beaucoup de monde contre l'Écosse. Et après, ça a été un peu mieux contre l'Angleterre. J'ai eu peur au début parce qu'à un moment, il commence pareil à m'engager l'épaule et à louper un plaquage sur Genge, alors qu'il a juste à serrer les bras. Il recommence, enfin, tu vois, il est un peu dans ses travers du plaquage. Donc là, il faut qu'il revienne dans les trucs simples en engageant l'épaule, serrant les bras, etc., essayer de plaquer bas. Mais ouais, il a fait un tournoi un peu neutre. Tu vois, c'est un peu une petite déception. Je pense qu'il faut qu'il alors, il a encore de l'avance parce qu'il a fait un tournoi il y a 2 ans qui était exceptionnel. Mais il faut qu'il fasse attention parce que voilà, il faut qu'il retrouve vraiment son niveau au poste de 12 parce qu'il y a quand même un joueur Broboari, qui a quand même montré des choses qui étaient très intéressantes. Alors, je pense toujours que Yoram est devant, mais il va pas falloir qu'il passe à côté comme il a fait en Écosse parce qu'après, je pense que Broboari va pouvoir un peu le titiller. Mais sinon, voilà, je pense qu'il a repris trop tôt peut-être contre l'Écosse. Il n'était pas encore en super forme et là ça a été un peu mieux en Angleterre. Mais bon, le problème c'est que quand ton milieu de terrain se fait un peu transpercer aussi facilement, qu'on subit un peu trop les plaquages, la circulation est pas bonne parce que tu sais collectivement on n'y est pas trop. C'est difficile de ressortir le centre du terrain. Tu vois, je pense aussi à Barassi qui a eu un peu de mal alors que c'est deux excellents joueurs. Donc je pense qu'il y a
individuellement, il y a une problématique, c'était pas leur niveau, mais je pense que aussi collectivement, il y a un souci quand même dans cette organisation collective, notamment en défense. Ouais, c'est vrai que c'est un poil différent. Maintenant, ça excuse pas tout. Moi, je trouve qu'il est sur la continuité de son retour depuis début décembre. Neutre, c'est le bon mot. Il n'est pas exceptionnel, mais il est loin d'être mauvais. Effectivement, il fait un non-match contre l'Écosse, défensivement principalement, et ça coûte cher cette zone 12 parce que les Écossais traversent régulièrement et que Tupulutu le, 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 le bully pendant vraiment 80 minutes. En revanche, pour moi, c'est pas spécialement la cible. Je mettrais absolument pas sa place en jeu. Pour moi, c'est le 12 moderne, capable de casser des plaquages, jouer derrière lui, de bien défendre. Donc j'ai aucun problème à lui donner la confiance. Le seul truc, c'est qu'effectivement, il revient de blessure depuis le début décembre. On est à peine le 15 mars, ça fait 3 mois et demi qu'il est revenu d'une longue blessure. Faut lui laisser le temps de se remettre physiquement, mentalement, dans le système et compagnie. Il y a des joueurs qui reviennent en quelques semaines et qui retrouvent direct leur niveau. Peut-être que Yoram, il lui faut un peu plus de temps pour se retrouver, se réorganiser et retrouver ses sensations. J'ai aucun doute que ce sera le 12 de 2027. J'espère que ce sera lui, parce qu'il a vraiment tout d'un grand 12. Sur ce tournoi, il est un peu en dedans, mais ça n'enlève aucune qualité. Moi, je lui fais totalement confiance. Mais oui, il a à peine la moyenne. Si on devait noter son tournoi, c'était à peine moyen, on va dire. Ok. Ouais, effectivement, compliqué cette saison, même si il y a eu quelques bons matchs hein, quand même de Thuram, notamment en Champions Cup, etc., où ça a été vraiment convaincant côté de l'UBB, mais c'est vrai que sur ce tournoi, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. D'ailleurs, Galtier, quand on lui demande pourquoi Moefana de Porter ou pourquoi Moefana Barassi, il dit d'abord que c'est parce que Broboiry, enfin d'abord, sa première raison, c'est que bah, déjà Broboiry est blessé avec son problème au doigt. Et ensuite, pour la paire Moefana Barassi, c'était pour l'expérience, le vécu ensemble sur le dernier tournoi. On va passer du coup maintenant à celui qui a marqué bah, un peu l'histoire de ce tournoi, avec un quadruplé inscrit. Louis Bielbiarré, bon, bah, pour côté stats, c'est 2 sur 5 au plaquage, ce sera peut-être quelque chose sur lequel on pourra revenir. 4 franchissements, 42 mètres parcourus seulement, mais en même temps, bah, c'est pas son rôle ni son domaine de prédilection. 2 passes, 4 coups de pied, 4 défenseurs battus. Euh, il a un peu. Alors, on a eu ces débats sur Twitter. Yann, on est plutôt d'accord qu'il a un peu sauvé le match, notamment, enfin, pour moi, avec cet essai qui se fait quasiment tout seul à la 65e, quelque chose comme ça, qui te permet de repasser devant avant que du coup les Anglais ne remettent un essai. Mais il te permet en gros de mettre à profil le moindre espace que les Anglais ont pu nous laisser et que Ramos ou Jalibert ont pu trouver. Mais derrière, il faut quand même que lui puisse faire parler sa vitesse et son placement pour aller inscrire ces essais-là. Euh, Clairement, sur une autre planète, Louis Bielbiarré, il a inscrit un essai minimum sur bah, les 10 derniers matchs destination. Il est déjà le meilleur marqueur en tournoi de l'équipe de France. Enfin, c'est une performance XXXXL. Ouais, il a un super pouvoir, c'est sûr. Mais en fait, il est injouable avec ce super pouvoir. Parce qu'il y a des joueurs qui courent vite, mais qui arrivent pas. Lui, il a tout, il a le placement, il a l'accélération. En plus, il est suffisamment puissant pour, quand tu le déséquilibres, repartir. Parce qu'à chaque fois, en fait, tu vois, son essai contre l'Irlande, il tombe, il est à genoux, il se relève, il fait un 4 deb. Enfin voilà, il a cette explosivité et cette vitesse qui est juste incroyable. Et puis c'est vrai que en fait, les défenses, elles sont emmerdées. C'est-à-dire que tu fais tomber un ballon, t'es mort, quoi. On le voit avec l'UBB, hein, contre Bristol, ils ont attaqué, il pleuvait, t'as un ballon qui tombe, tu tapes un grand coup de pied, et bien après, en fait, t'es foutu. Pareil, tu fais des coups de pied derrière la défense, il arrive à lire les rebonds et avec sa vitesse à compenser le mauvais rebond du ballon de rugby pour récupérer le ballon. Il sent le jeu. Alors effectivement, il peut pas faire comme un Damien Penaud, un Tuisova ou un Colby, c'est-à-dire péter une ligne d'avantage. Par contre, tu lui laisses un espace dans les 15 ou un espace dans le dos de la défense.
bah, en fait, t'es mort. Tu avais l'anglais, le numéro 9 remplaçant qui dit: «J'ai fait une course, j'étais à fond», et alors que lui, il venait juste de rentrer, et Louis, s'était déjà mangé 1 heure de match avec 6 ou 7 sprints, et il a dit: «Bah, en fait, ça va trop vite. Ça va trop vite pour nous et un peu pour tout le monde, quoi», donc franchement, ouais, c'est incroyable. Et puis en plus, tu sais que parce que bon, il y en a qui ont peur peut-être qu'il va perdre sa vitesse, mais en fait, la maturité des sprinters, ça, tu les as à 26, 27, 28 ans, hein, les grands champions, c'est tardif. Donc je sais pas où il va s'arrêter dans ses statistiques et dans ses nombres d'essais. Je pense que, tu vois, là, il est qu'à 8 essais du record de O'Driscoll, en fait, dans le tournoi, le meilleur marqueur, qui était à 26 essais. Donc, ouais, c'est ça. Non, alors, un peu plus. Non, c'est ça, 8 essais. Donc, tu vois, dans un ou deux tournois, il peut battre le record de l'histoire du tournoi à destination. Donc, c'est très fort. On ne sait pas trop où il va s'arrêter. En plus, même là où j'étais content, alors il y a deux matchs qui sont l'Italie et l'Écosse où il n'a pas été bon en l'air. Mais globalement, que ce soit l'Irlande, je l'ai trouvé très bien, Pays de Galles aussi. Et là, contre l'Angleterre, il a attrapé 2 ballons très intéressants. Donc, ça aussi, c'était une de ses grosses problématiques, et je trouve qu'il s'est vraiment bien entraîné. Donc, tu vois, il a que 22 ans, hein, donc s'il commence à bien augmenter ses points faibles comme ça, il va vraiment devenir très, 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 très costaud pour l'avenir, quoi. Ouais, c'est vraiment le cheat code ultime à l'aile. Il est étonnant, il est bluffant. Et même si on prépare tout et que ça fait 3 ans qu'on sait exactement ce qui va se passer, ce qu'il faudrait faire, ben on a beau essayer de le mettre en place, il n'y a aucune équipe qui arrive à le contenir. Ses qualités sont hors normes, mais après, il est entouré aussi de façon à ce que ce soit parfait, que ce soit quand Jalibert porte le ballon, vient fixer la défense et sort un jeu au pied parfait sur le premier essai. Il est là. Le deuxième essai, l'ailier reste en retard le maximum pour pas se faire avoir de nouveau. Il attend, donc on écarte sur le 12, puis le 13, où on saute, ça arrive sur Ramos, et à un moment donné, quand on arrive sur le 15, l'ailier est obligé de fermer, Ramos joue au pied. Alors là, LBB repart. Et le dernier contre-attaque avec Dupont, enfin le troisième contre-attaque avec Dupont, et derrière, il pose Van Poortwilt et essai. En fait, il est inarrêtable parce qu'il a une vitesse qui est hallucinante et qu'il est capable de se placer parfaitement sur tous les lancements. Et que ce soit Jalib, que ce soit Ramos, que ce soit Dupont, à chaque fois, ils vont le chercher. Et à chaque fois, il aspire le ballon. C'est impressionnant comme tout lui sourit sur le deuxième essai. C'est un jeu au pied de Ramos. Le 15 est plutôt bien placé. Il arrive à prendre le ballon dans les mains du 15, à rafuter carrément à Tissogbe pour reprendre un peu de vitesse. Non, ce gars est juste hallucinant, indéfendable. Je ne sais pas jusqu'à quand il aura cette vitesse, mais en tout cas, à 22 ans ou 23 ans, je pense qu'il lui reste facilement 3 à 5 ans. Les records, il va tous les battre un par un. Il est déjà à 29 essais quand on sait que le record de Penaud est à 40, mais c'est absolument lunaire. Donc ouais, c'est un game changer avec un talent de ouf individuellement. Sur ballon, il a vraiment progressé dans ses placements. Tu disais 2 sur 5, mais il faudrait que je revoie. Mais en tout cas, je suis surpris, agréablement surpris de ses placements défensifs. C'est quelqu'un qui comprend très bien le jeu, qui se place souvent bien, qui avait tendance parfois à monter un peu en décalé sur les inversés et qui aujourd'hui monte juste rattrape des défenseurs, des attaquants, pardon, en défense. En fait, il fait tout ce qu'il fait, c'est très juste. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été un fervent supporter des 10, des 12, des 9, en disant que pour moi, c'était eux les systèmes, c'était eux les grands joueurs des équipes et c'était eux les meilleurs joueurs du monde. Mais effectivement, en bout de ligne, en touchant 5-6 ballons par match, aujourd'hui, il est dans la discussion des meilleurs joueurs du monde. Et pourtant, c'est un ailier. C'est vous dire à quel point il est dominant. Donc, je sais que ça fera débat et que ce sera toujours un débat de se dire qu'un ailier puisse être meilleur joueur du monde, qu'il n'a pas forcément, que c'est pas le meilleur en défense, que c'est pas le meilleur sous les ballons en haut, que c'est pas le meilleur au pied. Sauf qu'il est complet partout, il est juste partout. C'est un 7 sur 10 partout. Et sa vitesse, c'est du 12 sur 10. Et à partir de là, c'est un joueur qui est injouable. Bah, c'est vrai qu'au rugby, je trouve ça difficile de classer un peu les joueurs en disant un joueur est meilleur joueur du monde, sachant que les postes sont tellement différents, les rôles sont C'est ça. différents, les morphotypes, enfin euh, mais on peut au moins dire qu'il fait partie des meilleurs ailiers du monde. Bah, en fait, c'est Oui. ça. Ce qui est fou, c'est de se dire que Colby l'a fait. Colby a, pour moi, été dans le débat des meilleurs joueurs du monde en étant ailier ou 15, et parce qu'il savait tout faire. Mais c'est très rare, vraiment. Et aujourd'hui, lui, il est en train de s'approcher du très rare. Et quand on dit meilleur joueur du monde, oui, c'est
c'est un mot comme un autre, entre guillemets. C'est pas, on n'est pas là pour faire des classements, mais c'est pour dire qu'un joueur aussi fort, mais aussi loin du cœur du jeu, pour être capable d'être dans cette discussion-là, il faut vraiment être très, 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 très dominant. Et à l'instar de Colby, il est très, très, très dominant. Et il cesse de progresser. Et à 23 ans, je ne sais pas trop ce qu'il lui reste à apprendre, tant il a fait de choses depuis 3-4 ans. Je souhaite juste de continuer sur ce niveau-là. Il a l'air humble en plus, le mec. Il comprend le rugby, il a un bon QI rugby. Enfin, c'est vraiment, vraiment un très, très grand joueur qu'on a là. Et on a là vraiment l'apothéose de ces 4 essais. On gagne un tournoi 48-46 face aux Anglais, il met 4 essais. Je ne sais pas si on se rend compte de la performance. C'est en 40 mètres en plus, enfin, c'est complètement délirant. Ce mec est pour moi, à 23 ans, c'est déjà une légende de ce sport. C'est complètement dingue. Non, mais c'est vrai, hein, franchement, t'as tout dit, type. Enfin, c'est fort, ouais. Franchement, il n'y a rien à dire. Même, tu vois, le fait de. Alors, effectivement, on a marqué beaucoup d'essais cette saison-là, autour de la 6 Nations, mais tu vois, même il bat des records que personne battait. Et puis, il bat ses propres records, tu vois, de nombre d'essais. Donc, ouais, franchement, très fort. Là, tu fais un match contre l'Angleterre, qui est une des grosses nations, quand même, du Nord. 4 essais, ouais, c'est dingue. du costaud. Même si c'était pas les plus durs, celui-là, Ouais, bien sûr. mais il est là, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Il est là. Il est toujours là. Il est toujours juste. Et il rate. Je crois qu'il rate un seul coup de pied où potentiellement il y avait Atisogba à son intérieur et il dévie, ça va direct en touche. Mais sinon, c'est peut-être sur 5 ballons, 4 qui finissent en essai. À un moment donné, c'est pas du hasard. Il n'y a rien qui est hasardeux. Tout ça, c'est juste son talent. Le mec, il arrive en avance. Il jauge les timings, il jauge les espaces. Enfin, il est juste trop, trop fort. On ne se rend pas compte. Mais se placer aussi bien tout le temps et réussir tout le temps ce que tu fais et ce que tu entreprends, à un moment donné, il n'y a pas de. Quand Atisogbe fait un bon tournoi, mais Atisogbe se trompe. Atisogbe fait des erreurs. LBB, il a peu de ballons, mais tous les ballons, il les bonifie. Et quasiment tous les ballons sont justes. C'est ça un grand joueur. C'est un mec qui est capable de trier le peu de ballons qu'il a et d'en faire à chaque fois quelque chose de positif. Mais lui, c'est assez bluffant. Il n'a pas la chance d'avoir 15 ballons dans les mains pour pouvoir se louper et se dire, bon, mais je rattraperai au prochain ballon. Non, non, le gars touche 5-6 ballons par match et les 5-6, il les bonifie. Il est spécial. Ouais, il est spécial et en plus, il semble avoir un peu corrigé ce petit problème qu'il devait avoir. Alors, on ne sait pas bien si c'est l'oreille interne, etc. Mais tournoi Destination l'an dernier, il avait des problèmes de vomissement. Alors, on n'en entend plus trop parler. Alors, est-ce que il a toujours ces problèmes-là ou pas, on ne sait pas bien. Mais en tout cas, s'il reste en bonne santé et qu'il est épargné par les blessures, bah on espère qu'il va encore marquer de nombreux essais cette saison, Louis Bielbiarré. On va passer maintenant à celui qui nous réunit ici ce soir. C'est notre numéro 10 désormais de l'équipe de France, Mathieu Jalibert. 55 mètres parcourus, 25 passes, 9 défenseurs battus, 7 sur 8 au plaquage. Il sonne la révolte en toute fin de match avec un joli franchissement. Il fait une passe d'épaule Louis. Enfin voilà. On peut revenir à la fois sur son match, mais aussi sur son tournant. On rappelle qu'il a raté le match contre c'était l'Italie, il me semble, à cause de son petit pépin au mollet. On va commencer par le président du Jalib FC cette fois-ci. Honneur au président pour revenir sur la perf de Mathieu Jalibert. C'est un honneur, messieurs, et une grande fierté parce que on savait qu'il était attendu et même nous, on l'encense depuis très longtemps, on le voit progresser. Alors, on avait vu qu'il y avait un talent de ouf et que le travail allait forcément payer à un moment donné. Mais on le savait en club, où dans le club, c'est son moule, c'est la facilité, entre guillemets, même s'il dégage des choses complètement incroyables, c'est, on va dire, plus facile. Et puis les critiques, c'est que le top 14, c'est que la Champions Cup, à l'international, c'est là où ça compte, c'est là où on rencontre les très grandes équipes. Tu peux battre Northampton en finale, c'est que Northampton, tu peux faire une action de légende face à Northampton. Oui, mais c'est Northampton, tu peux faire une grande performance en phase finale de top 14. Oui, mais c'est que le top 14. Mais là, il n'y a plus rien à dire. L'an dernier, il a pris sa Champions. Là, il vient de prendre son 6 Nations en étant le leader offensif de cette équipe avec Thomas Ramos. Et il a été exceptionnel, que ce soit dans l'animation, que ce soit dans le jeu au pied, que ce soit dans l'occupation, que ce soit dans ses choix de jeu, ses prises d'initiative. Il finit avec 20 défenseurs battus. C'est le premier joueur de tous les joueurs du 6 Nations à en avoir autant. C'est le joueur qui fait le plus d'assists, avec 6 assists. C'est autant que McCloskey, qui a été exceptionnel, donc ça classe le bonhomme. Voilà, c'est un joueur qui a été grand, qui a été juste, qui a totalement confiance en son jeu, parce qu'il avait une pression médiatique de malade.
Au début, on ne savait pas si Romain allait revenir, s'il avait qu'une balle, deux balles, on n'en savait rien. Et il a saisi d'entrée son match pour réussir à faire la suite. Et la suite, elle a prouvé que c'était pour moi le meilleur 10 du monde. Et là, je le dis vraiment sans sourciller. Finn Russell a été très bon. Il y a de très bons 10 dans le monde, très clairement. Mais il y a Mathieu Jalibert et moi, il m'a encore ébloui. Et je pense que cette fois, il a convaincu le plus grand nombre. Il n'y a qu'à voir les retours de la plupart des gens sur les réseaux qui, à chaque fois, on dit que du bien de ses performances. Donc, c'est quelqu'un qui revient de loin avec l'équipe de France, qui a réussi et qui aujourd'hui a pris la France sur ses épaules avec Thomas Ramos, avec d'autres mecs, mais il fait partie des 3-4 cadres qui ont tenu la baraque et qui ont fait un tournoi exceptionnel. Donc, ouais, vraiment satisfait. Félicitations à lui. Et c'est un vrai tournoi, c'est son premier tournoi en tant que titulaire. Donc, celui-là, il aura une saveur particulière, je pense. Ouais, carrément. Et en plus, c'est vrai que là, tu vois, lui, c'est vraiment un des grands gagnants de ce tournoi, parce qu'il va forcément, il attaquait le tournoi au poste de titulaire. Là, moi, ce que j'ai aimé, déjà rien que contre l'Angleterre, tu vois, quand il se fait intercepter le ballon, en plus, on remet les Anglais dans le match. Et là, tu vois que c'est là qu'il a énormément grandi, qu'il prend de la confiance et qu'il est sûr de son jeu. C'est qu'en fait, après, il reprend. Tu vois, il a pas chuté mentalement. Tu sens qu'il est, en fait, il est à son prime et il réattaque et c'est lui qui réimpulse avec cette percée pour mettre un peu du rythme, etc. C'était pareil contre l'Écosse, hein, finalement. Contre l'Écosse, on a commencé à sombrer avant l'interception malheureuse de Dupont, mais c'est lui qui essaye d'impulser cette relance des 22 où il va essayer de il met un cul à Jones et après il se fait coffrer et en fait, voilà, il essaye d'impulser par sa dynamique et c'est là où on voit que c'est devenu même un vrai leader c'est plus que le leader de club. Là, tu vois, ça devient un vrai leader dans les choix en équipe de France. Et puis après, bah, de toute façon, il a un talent de fou. Ses passes au pied, elles sont magnifiques. Moi, j'ai fait une petite vidéo sur lui de son tournoi, mais en fait, elles sont juste incroyables. Il a régalé Atisogbe, il a régalé Louis. Il faisait ses petits par-dessus tranquilles au niveau international et ça passe. Ouais, il est sur son jeu aussi, et aussi ce qui est bien, c'est qu'il s'est engagé aussi physiquement par rapport à son dernier tournoi. C'est-à-dire qu'il a les plaquages dangereux, tu vois, les plaquages, tu vois, contre l'Angleterre, à un moment, il a été hyper intelligent, il se met derrière le rock, là où il y a le grattage de gros, tu vois, il s'est à peine reculé, hop, il a chassé le 9, ça a stoppé l'action, qui était une belle offensive anglaise. Pareil, il y a d'autres matchs où il a attrapé les mecs aux jambes, il les a fait vraiment tomber, enfin voilà. Je pense que c'est un tournoi pour lui hyper complet, ça va lui faciliter en fait la suite avec l'équipe de France. Donc voilà, on verra si en juin, suivant où nous on est en top 14, il aura peut-être cette chance. C'est pas non plus impossible, mais voilà, j'ai déjà hâte de le revoir en fait en équipe de France parce qu'il a fait un super tournoi. C'est pour moi le meilleur 10 du tournoi. Russell a fait un bon tournoi, mais il a trop plongé dans certains matchs par rapport en fait, comme toute l'Écosse, par rapport à Mathieu qui a été relativement constant. C'est-à-dire que même le match soi-disant raté contre l'Écosse, il a été très bon. Ou en tout cas, il Ouais, était bon. c'est ça. Même le match raté, effectivement, il est juste et plutôt bon. Donc ouais, on peut dire que c'est réussi. Et même défensivement, c'est sur ça que je voulais revenir. On savait qu'il avait progressé défensivement en top 14, qu'il était plus juste en Champions Cup, il souffrait moins des duels. Parfois, il les gagnait même. Mais on voyait qu'il avait progressé, sauf que le niveau international, c'est encore autre chose. C'est encore plus de densité, encore plus physique. Et finalement, il finit avec quelque chose comme entre 88 et 92% au plaquage, je pense. Donc ouais, c'est un vrai progrès pour un joueur qui a souvent tourné autour de 70. C'est vous dire que le travail avec Colony a plus que payé et qu'il a été volontaire et que c'est quelqu'un qui, au-delà de son talent, travaille beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose qui est précieux et qui va, à mon avis, rassurer Galtier sur ce qu'il lui reprochait depuis toujours. Donc ça, c'est très bien. Et par contre, en revanche, il va falloir qu'on travaille un peu cette organisation défensive, puisqu'on sait que Mathieu défend en 13, et on a senti que c'était un peu plus poussif défensivement. Donc bon, ça laisse du temps au staff pour préparer 2027 et avoir une option avec un Tamac qui défend 10 et mieux sa zone, mais malheureusement beaucoup moins offensif et beaucoup moins
au cœur du jeu. Et Jalib en feu follet, lui, plus organisateur, même plus leader de jeu carrément, qui a une capacité à défendre en 13. Donc si on arrive à régler un tout petit peu cette partie défensive qui nous a un peu fait défaut sur ce tournoi, c'est-à-dire cette défense 12-13-10, je pense que ça va être extrêmement difficile de le sortir du 15. Et ça va être le boulot de Galtier. Il va absolument falloir qu'il trouve des solutions. Et Sean Edwards, bien sûr. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment trouvé. Leur talent offensif a suffi à gagner 48-46. Mais attention, on ne pourra pas prendre 50 et 46 points tous les week-ends. Il va falloir travailler aussi ce sujet-là. Je pense que Jalibert, il peut aussi quand même pas mal, en tout cas pour le grand public, remercier ce cher Thomas Ramos qui nous permet du coup de remporter ce tournoi. On se rappelle que l'an dernier contre l'Angleterre, que contre les Sudaf en quart de finale de Coupe du Monde, Mathieu Jalibert, il a fait des bons matchs. Mais derrière, en fait, il n'y avait pas la victoire. Là, c'est la première fois où tu as cette victoire en tournoi destination. Si tu perds ce match-là avec l'interception qui se mange, même s'il fait un super match, c'est comme contre les Sudaf où il te fait un super match et il se plante sur un coup de pied. Et du coup, le grand public, c'est pour ça que je parle du grand public, parce que on nous aurait rabâché encore juste ce moment-là, même si en fait tout le reste du tournoi est impeccable. Voilà, je pense que vraiment le fait de gagner ce tournoi-là, ça va potentiellement l'installer aux yeux de tout le monde en tant que numéro 10 et pas juste nous qui aimons le joueur ou d'autres suiveurs du rugby. Mais là, je pense qu'il a gagné sa place. Et il a même gagné, je pense, le respect de coach, d'autres joueurs, par son tournoi, mais aussi par cette dernière action, parce que faut pas oublier qu'on est à 46-45 à la 78e, et c'est à ce moment-là qu'il décide de traverser la moitié du terrain dans une espèce de trou de souris complètement improbable à ce moment du match. Si on se rappelle par exemple du match des Box, on garde le ballon pendant 2 minutes dans notre camp, on n'arrive pas à traverser, on n'arrive pas à breaker, on s'épuise, jusqu'à cette faute ce grattage de Fab de Clerc sur Reda Wardy. Là, à la 78e, on vient de prendre 3 points, ça revient chez nous, et en fait, on repart directement chez eux par ce break. Ils servent Barassi, et finalement, on est sur les 22 mètres. Et là, la pression, elle est sur les Anglais. Nous, on a la tête à l'endroit, on a un ballon de la gagne, l'équipe est rassurée, l'équipe est réconfortée, il n'y a plus que 22 mètres à faire. Et ça, c'est des mouvements dont on ne parle pas parce que c'est un peu secondaire dans un match, mais dans ce moment de match, dans une finale, à 2 minutes de la fin, remettre son équipe dans la zone 22 pour la gagne du tournoi, c'est quelque chose de fort. Et il l'a fait, et il ne faut pas oublier que c'est aussi lui qui nous a permis de revenir dans le camp anglais au pire des moments, quoi. Oui, complètement. Mais, en tout cas, voilà pour le match et le tournoi de Mathieu Jalibert by le Jalib FC. Je voulais revenir aussi peut-être quand même sur parce qu'on n'a pas pu y revenir vu qu'on n'avait pas d'épisode la semaine dernière. Fin de saison pour Nicolas de Porter. Alors, il n'a pas pu se montrer énormément sur ce tournoi puisqu'il a joué le premier match. Ensuite, il s'est blessé, il est revenu et il s'est reblessé à l'épaule. On avait vu que visiblement, il se blesse vers la 25e et que en fait, finalement, il sort qu'à la 45e face à l'Écosse. Fin de saison, il n'a pas pu marquer plus que ça les esprits avec l'équipe de France. Et puis pour l'UBB, ça va être compliqué au centre du terrain. Ouais, pour l'UBB, pour nous, c'est dramatique. Après, pour lui, pour l'équipe de France, je pense que rien de rédhibitoire parce que finalement, les mecs qui l'ont remplacé n'ont pas marqué d'énormes points, tu vois. Gailleton, je suis pas sûr que Galtier ait énormément confiance en lui. Tu vois, contre l'Angleterre, la paire de centre ne fait pas non plus le match du siècle et il n'est pas rentré. Après, Barassi, pareil, qui est rentré aussi contre l'Écosse à sa place, ça a été un peu compliqué de retrouver ses marques avec Yoram, et en plus on prenait l'eau. Donc finalement, il a quand même fait une forte impression sur son premier match, où tu vois quand même qu'il a une densité qui est au-dessus, hein. Franchement, je me suis refait le premier match. Il casse des plaquages parfois sur Doris à un moment et il me met un raffut à Doris. Après, il va mettre une percussion donc sur le 9, qui est un peu moins costaud, mais tu sens qu'il a vraiment pris en maturité physique et il a toujours cette vitesse. Donc tu vois, effectivement, il a peu joué. Contre l'Écosse, ça a été compliqué parce qu'il se pète rapidement, mais je suis pas sûr qu'il ait perdu tant de points que ça. En fait, ça aurait pu être plus problématique pour lui si les autres 13 avaient vraiment, vraiment brillé. Voilà. Après,
pour nous, c'est vraiment la grosse tuile parce que on perd notre leader de défense, tu perds ton mec offensif. Donc, ouais, on va voir comment on va s'organiser. Sûrement, probablement Van Rensburg, Yoram. Donc, ce sera peut-être un peu plus brutal, mais peut-être moins efficace en défense. Quoique, on ne sait jamais. Hein, ils vont peut-être resserrer les rangs et être plus efficaces qu'ils ne le sont. Mais en tout cas, ouais, tu perds quand même un gros défenseur et un gros attaquant, quoi. Ouais, c'est vraiment le joueur qu'il fallait pas perdre parce que, comme tu dis, c'est ton leader défensif. C'est un mec qui est excellent dans le système offensif de l'UBB, qui est le parfait complément de Moefana et pour lequel vous n'avez absolument pas de remplaçant, même si Huberti fait du bon travail comme joueur de complément. Mais il n'y a vraiment pas d'option comme Rayassi pourrait remplacer un Penaud. On n'a pas d'option précise et sérieuse au cœur du terrain à l'UBB. Donc, je pense que ça va être effectivement Moefana avec Van Rensburg, très probablement avec Van Rensburg en 12 et Moefana en 13. Mais effectivement, Moefana en 13, c'est loin d'être de porteur défensivement. Par contre, ça va être hyper intéressant de redécouvrir un Moefana un peu plus sur justement un demi-terrain offensivement où il va avoir des espaces, il va avoir des courses intéressantes, il va pouvoir aller chercher l'extérieur, du step et compagnie. On va l'avoir un peu moins frontal que ce qu'on l'a à l'accoutumée. Donc ça va être hyper intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce que prépare Bru et j'espère qu'il le fera parce que ça peut être bien même de retrouver le Moefana 13. Ça fait longtemps qu'il l'a plus été et c'est bête, mais quand tu te focuses sur un poste de 12 où ton jeu est un peu plus réducteur qu'un 13 dans le sens où tu es vraiment le point de fixation, c'est quand même ton rôle principal, tu joues dans le dos et compagnie. Là, il va avoir vraiment des bons espaces pendant 3-4 mois à aller bouffer. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir. Ça va lui faire du bien d'aller chercher ses espaces, de courir, de se déplacer, d'aller travailler son step extérieur et compagnie. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de le voir. Je pense que ça peut lui faire du bien quand il reviendra en 12. Ce petit passage de quelques semaines, quelques mois maintenant, en 13, ça pourrait être hyper bénéfique pour son jeu. Donc ouais, franchement hypé par le Van Rensburg Moefana, même si c'est vraiment terrible de se dire que c'est De Porter qui fait les frais de cette association. Ouais, et puis pour décharger un peu les staffs, parce qu'on a lu pas mal que De Porter a trop joué depuis le début de saison, du coup il se pète. En fait, pas tellement sur ce genre de blessure. Enfin, oui et non, dans le sens où non, parce que c'est pas musculaire, c'est pas vraiment une blessure de fatigue. Oui, parce que plus tu joues, potentiellement plus tu as de chances de te blesser, puisque tu te blesses principalement quand même en match. Mais grosso modo, cette blessure-là, tu pouvais pas non plus l'anticiper en le reposant plus que ça avant le 6 Nations. Et pour décharger un peu le staff, on en parlait juste avant, en antenne, que en fait, c'est aussi aux joueurs de dire s'il ressent ce genre de douleur. Peut-être que ça, c'est aussi l'expérience que va prendre Nico Deporter avec ce genre d'expérience. Et là, il aurait dû arrêter de suite ou alerter en tout cas le staff pour être examiné sur ce genre de moment parce que tu peux pas deviner. En fait, on le voit derrière, il plaque encore 2-3 mecs. Enfin, alors certes, il se tient un peu l'épaule, mais c'est vrai que c'est compliqué à savoir quand le joueur ne communique pas plus que ça. Ouais, et en plus tu peux aggraver la blessure, hein, forcément, hein, tu tapes sur une épaule qui a été déjà démise, ouais, c'est quelque chose de problématique. Après, pour revenir sur le staff de l'UBB, bon, quand même, nous, on l'a répété assez de fois, hein, entre lui, Palu, Louis, effectivement, on trouve qu'il joue trop. On trouve toujours qu'il joue trop. Et c'est vrai qu'il avait déjà, je sais plus combien il était de minutes, mais bon, c'était un des internationaux qui en avait probablement le plus. Hein, et il y a d'autres joueurs comme ça de notre équipe. Hein, quand tu vois Sadi qui enchaîne, enfin Sadi, il a un physique, tu te demandes. En plus, c'est pas comme s'il avait pas eu une blessure grave l'année dernière. Donc ouais, parfois t'as envie quand même qu'il se repose, mais je comprends aussi les staffs forcément. Quand les résultats sont pas forcément là, quand t'es pas dans tes attentes, eh ben, tu as besoin quand même de tes cadres qui sont vitaux parce que derrière, derrière, t'as pas la même qualité, quoi. Donc forcément, tant qu'ils sont en forme, parce qu'en plus c'est ça le problème, c'est que Nico, t'as pas l'impression qu'il est fatigué sur le terrain, quoi. Tu vois, il est toujours à fond, il traverse toujours le terrain, il met des raffus à Tuisova, tu vois, donc tu te dis bon bah c'est bon. Mais bon,
C'est comme Mais ça. ouais, c'est vrai que tu peux donner l'impression et tu peux être toujours fort, mais ton corps petit à petit se fatigue. C'est l'international qui avait le plus joué, et c'est surtout le centre qui avait le plus joué en top 14 parmi les internationaux et les non internationaux. Malheureusement, la blessure n'a pas vraiment de lien avec le fait qu'il ait joué beaucoup de matchs. Peut-être que le fait effectivement d'avoir accumulé de la fatigue et compagnie, un faux mouvement peut te blesser alors que sur un état de forme plutôt bon, t'aurais pas lâché, mais ça c'est de la pure supposition. En revanche, ce que dit Cyril, et c'est là que c'est intéressant, c'est que il faut que les gars puissent communiquer. Et quand t'es jeune, t'as envie de jouer tous les matchs, encore plus quand c'est l'équipe de France, parce que tu sais que ta place elle est jamais acquise. Donc tu vas avoir tendance à forcer et à vouloir absolument jouer, quitte à être un peu moins bon, mais t'as pas le choix parce que il faut prendre ses caps. Tu peux sauter à tout moment. Quand tu prends le maillot, tu peux le perdre la semaine suivante. Donc je comprends que De Porter est peut-être forcé pendant 20-25 minutes après la blessure en Écosse. Mais je l'excuse pas pour autant parce que ben effectivement quand un joueur est à 50 ou 60% de son potentiel, il faut qu'il arrive psychologiquement à se dire bon, il faut que je prévienne le staff et que j'aille me reposer parce que là en fait je desserre l'équipe. Pas que ces 20 minutes ont été mauvaises parce que c'est loin d'être le cas. Au contraire, il a plaqué 3 fois de manière assez dure, alors que ben on sait que l'épaule était dans un mauvais état. Mais ouais, il l'apprendra. Il est jeune, il apprendra effectivement de cette blessure-là que ben, la prochaine fois qu'il sent que ça va pas, malheureusement, il dira au staff bon ben il faut que je sorte et ce sera la meilleure décision qu'il prendra. Ouais, en tout cas, nous on est très triste de pas le voir jusqu'à potentiellement le mois d'août, la prépa. Dernier peut-être joueur, parce qu'il a joué qu'un seul match, c'est Maxime Lamotte, mais qui semble s'installer quand même en numéro 3 au poste de talonneur derrière les deux Toulousains. C'est cool pour lui. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as tout dit. Il s'installe comme un joueur fiable. En numéro 3, il est rentré contre le Pays de Galles, il a eu fait une entrée très propre. Donc je pense que voilà, il rend bien la confiance du staff des Bleus. Il n'a pas trop surjoué, ce que certains ont pu faire en entrant pour se montrer, tu vois, parce que tu as envie de te montrer sur peu de minutes que tu as, et tu surjoues. Et donc lui, il est resté propre, il a enchaîné les plaquages, etc. Donc très bien, je suis content. Il va pouvoir s'installer comme numéro 3. C'était pas gagné, hein. Il y a quelques, tu vois, un an ou deux, tu avais d'autres joueurs qui étaient clairement en avance sur lui. Et là, tu vois, petit à petit, ses performances et sa constance chez nous lui permettent d'être derrière les deux monstres. Mais quand tu es numéro 3, c'est-à-dire que tu pars à la Coupe du Monde. Donc c'est pas un poste à galvauder, quoi. Surtout que dans les trois, il y a de la qualité, hein, que ce soit Bourgarit, que ce soit Bobigny, que ce soit un peu plus à l'ancienne, mais des Kamicha. Enfin bref, des talents, on sait en former et on sait en former de qualité. Donc quand tu es troisième option, c'est que tu as du talent. D'autant plus que tu as vraiment deux ovnis, comme tu dis, à Toulouse. Donc ouais, il y a de quoi être satisfait pour lui. Il est toujours bon quand il rentre. C'est pas un phénomène. On n'est pas sur un crack international, mais on est sur un joueur très juste qui comprend bien le jeu, qui a un vrai bon QI rugby pour un talonneur, et en plus qui a vraiment du rugby en lui. C'est vraiment un talonneur French flair, comme un peu Movaka. Donc on adore un peu cette ambiance et vraiment content pour lui. Il prend quand même une petite médaille avec cette sélection. Donc trop bien pour Max Lamotte. Ouais, trop content. On avait peut-être eu un peu peur en novembre où on a vu du Massa ou ce genre de joueurs qui auraient pu arriver. Et finalement, il reste là. Et ça, c'est très cool. Je disais, les U20 ont aussi remporté leur tournoi. Peut-être un peu plus rapidement sur les perfs de. Alors, on n'avait que deux joueurs contre l'Angleterre. Ouais. C'était Ibsayan et Ruben Pargat qui, lui, était pilier droit remplaçant. Ibsayan, lui, était numéro 8 titulaire. Peut-être rapido Yann sur les deux joueurs et puis après on passe aux autres actus. Ouais, ça va être assez rapide parce que je pense qu'on a été un peu pris par l'enjeu et donc du coup, on a fait un match un peu à l'envers, même si on a pris le score dès le début, ça a été plus problématique après. Elijah a fait du Elijah, donc en gros il a avancé quand il a pu avancer, il a cette vitesse qui est phénoménale. Il a peut-être moins franchi et moins battu de défenseurs, mais tu sens il a vraiment un potentiel extraordinaire. Donc lui, j'ai vraiment hâte de le voir. Je pense qu'on va vite le voir suivant notre parcours en Champions Cup, parce que forcément, il y a des matchs où il va falloir mettre un peu de rotation. Et j'ai vraiment hâte de le voir, mais content pour tout le groupe et pour lui
d'avoir gagné ce grand chelem. Et Pargat, il a fait une très bonne rentrée, très propre. Il a stabilisé la mêlée. Ça a été parce qu'en première mi-temps, le 1 anglais avait vraiment pris un peu le dessus sur Turpin et il a bien stabilisé cette mêlée. Donc voilà, j'espère qu'on va réussir un jour à garder un pilier droit de l'équipe de France, tu vois, et à bien le faire maturer pour qu'il puisse alimenter notre première, quoi. Oui, parce qu'on rappelle que Afan est actuellement en prêt à Brive, que Awad lui est en prêt à Vannes. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on réussisse à un jour les accompagner pour les faire éclore un peu plus tard. Voilà pour les U20 bordelais. Des petites rumeurs qui sortent du middle sur des prêts notamment avec Joseph Larag pressenti pour un prêt à Béziers à partir de la fin de saison. Donc c'est pas pour cette fin de saison parce que sinon on est à poil de chez à poil au poste de numéro 10. Ce serait plutôt une bonne chose pour lui qu'il aille s'aguerrir un petit peu en Pro D2. L'idéal serait pour nous d'avoir un prêt un peu comme ce que vous pouvez avoir à Toulouse avec Delpi, à savoir un prêt où sur des périodes tu peux récupérer ton numéro 10 sur un ou deux matchs. Ça lui permettrait de continuer son développement. Ouais. Ah, moi, je crois que c'était annulé ce truc. Enfin bref. Mais ok. C'est Rugby Rama qui a sorti. Enfin, c'est Middle qui a sorti ça? Moi, il me semble que j'ai vu sur Middle, ouais. Ok, d'accord. Mais enfin, pas euh, officiel, hein, mais c'est pour ça que je parle ok. de rumeurs. Mais si tu me dis que c'est plus d'actualité, on peut passer à Mais autre chose. je croyais qu'il y a 4 ou 5 mois qu'on avait cette volonté que finalement, enfin, qu'il y a quelques mois, et puis que, vu ses perfs, en fait, potentiellement on allait garder, mais ouais, alors après, bon, si, pour parler sur ça, je sais pas, parce qu'en fait, c'est qui ton numéro 3 quoi? Juste pour compléter, 5 jours, le 12 mars, Middle, exclu Middle, Béziers envisage le prêt de Joseph Larag. Ah, ok, d'accord. Bon, Bon, bah, du coup, je sais pas tu pourquoi peux je. arrêter de remettre en cause mes sources, je te prie. Non, mais par contre, tu vois, je comprendrais pas forcément, parce que c'est-à-dire que tu pars avec Jalibert et Reus, et après, t'as pas de numéro 3 ou peut-être que tu penses à Favreau, mais il est très très jeune, hein, il montera juste de Krabos. Ouais, ça me semble un peu délicat de partir un début de saison avec juste 2-10, quoi. Sachant que t'en as un, ce sera Reus, il a pas 40 sélections, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui a 22 ans. Mais bon, à Et voir. que ton 10 actuel est quand même pas quelqu'un qui peut jouer 40 matchs par saison physiquement. Donc entre l'international et les clubs, il faudra voir comment tu peux travailler ça. Est-ce que le but c'est de mettre un peu plus Lucu en 10 pour tourner quelques matchs, ou est-ce qu'il y a tout simplement du travail qui est en train de se préparer avec les différentes blessures, notamment celle de Carberry. Il faudra voir, mais en tout cas il faudra recruter parce qu'effectivement 2-10 dont Reus, ça risque d'être un peu léger. Mais par contre, les idées, en tout cas, de prêt sont des bonnes idées. Nous, on l'a fait là avec Lucien Richardis, je crois qu'il part à Agen. On le fait avec Delpi, qui est à Aix. Je dis pas de Il a bêtises, Colomiers, non? si je dis une bêtise. À Colomiers, pardon. Colomiers. Bien sûr, à Colomiers, qui suit le chemin de Ramos, puisque Ramos avait également été à Colomiers. Megerbi, un pilier qui est parti aussi. Euh, Malacaiox, à Provence, il me semble. Ox, exactement, qui est également parti aussi. Donc voilà, en tout cas, cette stratégie de prêter ces gars, les faire se développer tranquillement en Pro D2 pour qu'ils reviennent un peu plus aptes en top 14, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on voit que parfois, quand on lance des jeunes, ben, finalement, ça aboutit pas. On pense à Echegaray qui avait été propulsé dans l'équipe 1 en étant vraiment intéressant et en faisant des performances qui étaient bien, et qui en fait sur la durée, ben, tu sens que ce championnat est tellement élevé que c'est extrêmement dur de garder du rythme et de la qualité. Donc ces jeunes-là, plutôt que se voir déjà réussir et faire des feuilles et compagnie, et ensuite exploser potentiellement mentalement parce que tu es complètement écarté du groupe du jour au lendemain, c'est peut-être mieux de les envoyer travailler tranquillement 1 an ou 2 en Pro D2 avant de revenir en top 14. C'est une bonne chose que ça commence à se structurer. De toute façon, l'UBB travaille très bien avec cette organisation globale du club, et s'intéresser à des transferts ou des prêts, en tout cas de jeunes, que tu peux rappeler de temps en temps en fonction des doublons. C'est un process qui est vraiment très positif pour les clubs et les jeunes. Et on parle aussi de prêts de moins jeunes, et ça c'est tombé ce matin. Visiblement, l'UBB envisagerait d'envoyer Johnny Gray, notre cher deuxième ligne écossais, en prêt jusqu'à la fin de saison, donc la fin de son contrat, à Perpignan.
Alors, nous, c'est une question, un mystère qu'on aimerait résoudre depuis le début de saison. C'est pourquoi ce cher Johnny ne joue pas plus quand à côté, un Boris Palu, par exemple, a joué l'intégralité des matchs. On comprend pas bien. Ça, c'est quelque chose que si on a Yannick Bru un jour, on aimerait lui demander. Il semblerait que les blessures de Joey Carberry et de Nicolas Deporter forcent un petit peu quand même l'UBB à essayer d'aller trouver un potentiel joueur qui peut jouer à l'ouverture ou au centre. Mais en tout cas, il nous faut quelqu'un sur la ligne arrière et que du coup, Johnny Gray peut être, avec son salaire qui est quand même relativement, on suppose, conséquent, permettrait en fait de libérer cette place dans le salary cap qui pourrait nous permettre d'aller chercher un joker, sachant que il semblerait aussi que Nicolas Deporter, qui s'est blessé avec sa sélection nationale, ne libère pas son salaire du salary cap. Ce sera le cas à partir de la saison prochaine. Quand un joueur se blesse avec l'équipe nationale, son salaire pourra être retiré en quelque sorte du salary cap et utilisé du coup pour un autre joueur sur la durée de la blessure. Là, ce n'est pas le cas. Donc là, on est un peu pieds et poings liés pour essayer de trouver des solutions d'emplacement. Et vu que Gray n'est pas utilisé, ou en tout cas très très peu, même s'il a fait quand même quelques feuilles de match, il y en a plus d'une dizaine, il est quand même, enfin c'est très peu de titularisation et pas mal de matchs à une petite dizaine de minutes au maximum, parce qu'on a eu du Caso et du Coleman aussi qui ont été blessés. Adam Zapedowski, il a joué 12 minutes cette saison en top 14, 2 matchs 12 minutes. Ngambou c'est en prêt. Enfin voilà, on n'a pas non plus pléthore d'options. Après, il y a toujours des options de refaire passer Kamonoki en 4, de faire passer Beauchaton en 4, Tian Jacobs en 4. Il y a des joueurs qui peuvent jouer Duprez. 4, Duprez en 4. Donc c'est peut-être en fait ça que privilégie le staff pour aller essayer de se chercher un tout petit peu plus de profondeur sur le centre du terrain. Non, mais en vrai, ouais, si c'est pour recruter un joker, j'entends. Mais après, voilà, il y a toujours ce côté mystère avec Gray, parce que pour le coup, c'est vrai qu'on n'a aucune donnée en fait. Donc j'ai aucune donnée interne. Je sais pas si c'est parce qu'il est pas en forme, parce que le staff le trouve pas bon, qu'il fait pas les bonnes tâches, qu'il est en dépression. Donc voilà. On espère que si ça se fait, qu'il finisse bien la saison avec Perpignan. On lui souhaite le meilleur pour lui, pour qu'il après continue sa carrière. Mais c'est vrai que c'est un sacré mystère. Donc voilà. Après, si c'est pour recruter voilà un joker, faire basculer Duprez en 4 pour que Matthew soit le titulaire en 8 et qu'on ait un petit remplaçant jeune U20 sur le banc, moi ça me va. Oui, Mais on te voit venir avec le petit remplaçant U20. Pour ceux qui ne l'ont pas, il s'agit de Elijah Ipsayen, évidemment, que Yann aimerait voir depuis 2 ans maintenant en top 14. Mais oui, pourquoi pas, hein. mais bon, voilà. Bah, c'est vrai, vous êtes farci en troisième ligne et il y a quelques mecs qui peuvent monter dans la cage avec Beauchaton déjà ou Oki. Du coup, ça peut largement compenser le départ, mais à condition effectivement de bien l'investir et d'aller chercher soit un centre pour pallier à la blessure de Nico, soit un 10 surtout, je pense, pour pallier aux besoins de repos de Jalib, parce qu'il pourra pas enchaîner toutes les feuilles jusqu'à juin. Donc effectivement, on va voir ce que prépare le board, mais il y a du pain sur la planche pour trouver un joueur prometteur, pas trop cher, de qualité à ce moment de la partie, qui va pouvoir jouer les matchs plus ou moins importants, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tous les matchs de l'UBB vont être importants pour la qualif en top 14. Donc ouais, ça va pas être simple. J'aimerais pas être à la place du board pour me creuser les méninges et aller trouver la bonne pioche. Mec, ils ont eu 10 jours de repos, ils reviennent, bam, blessure de deux porteurs, il faut activer toutes les cellules de recrutement pour essayer de trouver un mec. Franchement, L'enfer. et on l'a vu avec Mignoni, c'est une lessiveuse ce C'est truc. vrai. Ouais, l'enfer. Ouais, bon, Parce qu'en plus, tu vois, nous, en plus, on est niqué là, parce que en plus, t'as Pajrello qui s'est fait opérer, donc c'est-à-dire que tu peux pas trop basculer Max en 10, parce que Ouais. sinon t'as que Ito en numéro 9 derrière, donc qui a 18 ans, qui était Krabos l'année dernière. Ouais, tu commences à trop réfléchir, je pense. Ça va être Mais C'est compliqué. c'est vrai qu'il y a eu beaucoup trop de. Enfin, il y a clairement trop d'ailiers dans cette équipe. Louis, Retière, Mousquet, Rayassi. Maintenant, il y a Tamboué qui est revenu, Penaud. Rien que là, il y a 6 ailiers pour 2 postes, avec des joueurs qui sont quand même plus des profils
pur ailier que ailier 15 ou ailier 13. Donc ouais, l'effectif est vraiment construit autour de beaucoup trop d'ailiers. Et la pire chose qui pouvait arriver, ce serait de perdre ses 10, son 9 ou son centre, puisque c'est là où finalement, tu n'as pas énormément de profondeur. Et génial, tu te trouves avec blessé Pagerello, Carberry et De Porter. Tu pouvais pas rêver mieux, franchement. Vraiment, la poupée vaudou de l'an dernier qui était perdue dans le sac de Didier Lacroix, je peux vous dire qu'il l'a retrouvée et que vous ne virez pas des belles années comme ça tous les ans. Là, vous allez savoir ce que c'est que essayer de cravacher en top 14 avec des équipes un peu hybrides. Ouais, bah écoute, on s'en sort pas trop mal encore pour C'est l'instant. vrai, Parce c'est que clair. bon, là on a du monde sur le côté, mais c'était déjà le cas en début de saison. Effectivement, c'est Ah ouais, un peu la galère cette saison. Voilà, on espère que vraiment. ça sourira là pour le printemps. Il va y avoir un UBB Stade Toulousain ce week-end. Mais il va surtout, non peut-être pas surtout, mais il va aussi y avoir un Stade Bordelais, Stade Toulousain, puisque les Lyonnes vont recevoir Toulouse. Alors c'est un peu dommage, ce sera samedi à 21 mars à 17h, donc ce sera à Saint-Germain. Ce ne sera pas au même endroit que l'UBB, je ne sais pas exactement pourquoi, puisque c'est des choses qui se font. Mais toujours est-il que les Lyonnes, qui se sont d'ailleurs imposés ce week-end face à Lille à domicile sur le petit score de 57-5 pour la 12e journée, qui sont 3e du classement. Le Stade Toulousain est premier du classement, elles aussi. C'est un peu dommage de ne pas les avoir en levée de rideau du match à 21h. Ça aurait pu être sympa, mais j'imagine qu'il y a des contraintes de billetterie, potentiellement de diffusion, etc. Donc ce sera bien samedi à 17h à Saint-Germain pour aller voir les Lyonnes. Alors, généralement, les matchs sont retransmis quand même sur la chaîne Twitch du Stade Bordelais. Alors, je vous invite à aller sur Twitch et suivre cette chaîne et mettre les notifications pour ne pas rater la diffusion parce que c'est très peu communiqué. Moi, généralement, je me rends compte quand je reçois la notif de Twitch. Donc, allez suivre quand même cette chaîne-là pour ne pas manquer la diffusion si vous ne pouvez pas aller à Saint-Germain et que vous voulez voir ce petit match d'élite 1 féminine. Bon, les gars, on a été que amour et paix jusqu'à présent. En parlant de Mathieu et consorts, je vous propose de passer de suite au prochain match. Et ce dimanche soir à 21h au stade Atlantique, l'UBB va recevoir le premier de ce top 14, le stade toulousain. Pour donner un petit peu de contexte sur le classement de l'UBB, puisque bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué, on est actuellement 5e du top 14 avec 50 points. Pau est 2e avec 55 points, Montpellier 3e avec 53 points et Clermont 4e avec 51 points, sachant qu'on est quand même un petit wagon entre la 2e et la 6e place qui se tiennent en 6 points, puisque le Stade français est 6e avec 49 points, donc juste derrière l'UBB. On enchaîne donc là un mini-bloc de 2 matchs de top 14 avec la réception de Toulouse, puis le déplacement au Loup. Ce sera le samedi suivant à 16h30. Et derrière, on enchaîne avec les 8e de Champions Cup avec la réception de Leicester. Et peut-être derrière, on ne sait pas encore, un nouveau match face au Stade Toulousain. Bon, peut-être on va commencer par Thibaut. Comment va le Stade Toulousain en ce moment? Plutôt d'avis extérieur, ça a l'air de plutôt bien se passer. Ouais, toujours aussi bien. Là, on suit les mêmes chemins qu'on a régulièrement suivis depuis, on va dire, 2, 3 ans, où les internationaux commencent tranquillement jusqu'à décembre avec grosse gestion des temps de jeu, beaucoup de jeunes qui rentrent dans le moule et qui explosent parfois. On pense à Gourgue, par exemple, qui a vraiment explosé cette année, pris le poste et fait beaucoup de bien au cœur du terrain. Voilà, c'est une rotation habituelle. Les mecs sont pas blessés pour la plupart. On n'a pas eu de grosses pertes sur le 6 Nations. On a eu de la rotation. Tous nos gars n'étaient pas titulaires à tous les matchs. Et on va arriver sur la période d'avril, là, où les phases finales vont démarrer. Franchement, avec toute l'équipe au complet, même Romain, qui a été blessé, a pu se soigner pendant 1 mois et demi, 2 mois, pendant le 6 Nations, pour faire du frais. Barassi n'a pas été titulaire tous les matchs.
Donc lui aussi a pu se reposer, Gourg a pu se reposer, Chocobarès a pu aussi tourner. Voilà, on a quelques absents, mais globalement le gros de l'effectif est là, à part des Malia Capozzo blessés probablement de longue durée. Le gros de l'effectif sera là et l'Ogre toulousain va très probablement être encore extrêmement compliqué à battre parce qu'après la défaite de la Champions Cup l'an dernier, il y a une revanche à prendre, que ce soit sur le bébé, mais surtout sur la compétition. Donc ouais, tout va bien au pays du rouge et noir, hormis au tribunal, mais sur le sportif, tout va très bien. Attends, mais tribunal, vous y êtes pas encore. Pour l'instant, c'est juste dans les journaux. Non, non, là on est à l'entrée, la porte est pas ouverte, mais il y a quand même un vigile qui nous dit venez là, approchez-vous doucement. Ça vous- Donc effectivement pour l'instant c'est juste une salutation, mais bon, ça sent pas Bon, vous allez prendre super vos super 2-3 bon. points l'an prochain. Et puis voilà, vous finissez. Ouais, ouais, puis sinon on va juste changer les règles et puis ce sera réglé. On va gagner du temps. Ouais, c'est vrai que j'ai vu que finalement les règles sont pas assez bien pour le Stade Toulousain, donc Non, on va les non. changer. On Euh, n'a pas triché, on a fait les règles qui sont pas encore là mais qui vont on a venir. fait les Voilà, règles qui nous c'est tout ce paraissent qu'il faut bien. savoir. Juste, c'est de la prévention, les gars. On anticipe. C'est un club qui anticipe, que ce soit au niveau des jeunes, mais aussi au niveau de tout ce qu'il faut pas faire, hein. On anticipe, on est précurseur. Faut le voir comme ça. Exactement, mais c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Pour ce match-là, effectivement, il risque, comme l'an dernier, pardon, de manquer les internationaux cadres du Stade Toulousain. Toujours est-il que il reste du monde. Je regardais un petit peu la compo de l'an dernier. Il restait quand même du Willis, du Malia, du Pitahaki. Alors là, qui n'est plus là, mais je pense qu'on va quand même retrouver cette saison-là du Romain Ntamak qui va être là, du Jack Willis. Qui d'autre Barassi Du potentiellement. Ntamak, du Chocobarès, du Gourg, du Teddy Thomas, du Delib, du Roumat, du Brennan potentiel, du Baye, du Cramon. On va pas s'ennuyer, vraiment. Il y a une équipe qui pourrait être intéressante. Ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup que Mola fasse une pseudo-impasse. Je pense qu'il va envoyer une équipe lourde pour essayer de mettre la tête de l'UBB le plus bas possible parce qu'une défaite à la baraque à ce moment de la saison, ce serait, je pense, catastrophique. Il n'y a plus beaucoup de balles gratuites maintenant. Donc, Mola le sait très bien, il risque d'envoyer une équipe ultra compétitive. Et même si on n'a pas nos 10 internationaux potentiels, on en verra du très très lourd. Après, Donc ouais, va falloir. je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que si Mola met une très bonne équipe, c'est pas nécessairement pour enterrer du bébé, mais plus aussi pour préparer les échanges qui arrivent, dans le sens où ton huitième quart de Champions va arriver très très vite. Tu as besoin que les mecs soient très vite remobilisés après là les 2 week-ends de trêve. Alors oui, s'il peut en profiter pour mettre ses adversaires un peu sous terre, pourquoi pas, mais enfin, je sais pas Bah si... Moi, après, je, en, je, en vrai, je, je pense vraiment que stratégiquement, il a tout intérêt à envoyer une équipe Ah type oui, oui. parce que s'il peut sortir l'UBB de la course au top 6, il se faciliterait grandement les choses. Et il pourrait envoyer une équipe un peu hybride avec du Malaise, avec du Lacombe, avec du Aïnou, par exemple Ntamak, Mathis Castro Ferreira. Non, là, je pense qu'il va vraiment cogner avec du Willis Roumat, avec du Chocobourg. Je pense qu'il va vraiment venir pour faire un coup et pour mettre la tête sous l'eau dans le sens pour sortir l'UBB de la course, tout simplement. Parce que si l'UBB perd ce match, elle est en vrai gros danger. Et ça, Mola le sait. Et c'est pour ça que je pense que il va pas se dire on va à l'UBB, on envoie un peu les petits et quelques cadres pour en prendre 40, mais c'est pas très grave, c'est le travail initiatique. Non, là, je pense qu'il va y aller en disant mec, c'est bonus défensif minimum, voire victoire. Vous êtes capable. Parce que l'UBB, il y a des absents. Les internationaux seront peut-être pas là ou forcément fatigués de 5 semaines d'entraînement à haute intensité, plus de matchs à forte intensité. Ouais, là, je pense que Mola, c'est tout tracé. Il y a une équipe hybride à l'UBB potentielle. Il faut qu'on les éteigne, clairement. Donc, gros, gros, gros match en perspective. Là, ça va être un vrai match du dimanche soir où ça va pas tricher du côté toulousain et encore moins du côté du bébé qui doit prendre des points. après, moi, je suis d'accord avec toi, hein, Cyril. Effectivement, de toute façon, enfin, il y a eu des semaines de vacances, quoi. Donc, forcément, les mecs, les gourgs, etc. Bon, au bout d'un moment, ils vont pas jouer pendant 2 ou 3 semaines. C'est vrai. Ils vont mettre des mecs au repos, mais forcément, il y aura une équipe compétitive parce que tu as 2 voire 3 équipes de haut niveau, hein. Je sais pas si on se souvient l'année dernière. euh, Nous, on met la grosse équipe. Toulouse met son équipe B prime, on va dire. Ouais, c'est Donc vrai. c'était solide. On leur met, je sais pas, à la mi-temps, je crois qu'il y a 33-0, un truc comme ça.
il faut rentrer les petits et après on n'est pas loin de perdre. Les Lacombe, les Bertrand, après on s'est fait secouer de partout. Donc, euh, donc attention. Mais effectivement, il y aura toujours. De toute façon, Toulouse, le problème, c'est qu'il y a toujours une équipe compétitive. Donc nous, on n'aura pas le choix. On n'a pas ce luxe-là. On peut pas. On l'a vu pendant les doublons. On peut pas mettre la rotation qui va faire qu'on est tellement au-dessus que même avec un peu de rotation, on va pouvoir avoir les balles de match. Donc je pense qu'on va envoyer nous la meilleure équipe possible. Il y aura peut-être un joueur qui sera mis au repos chez les internationaux. Je pense parce que l'année dernière, il a très mal vécu cette période, qui est Louis. Mais après, je pense que Mathieu va enchaîner. Je pense que Lamotte va enchaîner. Bon, Desporter, il peut pas, mais Moefana va enchaîner. Mathieu aussi. Donc voilà, tous les internationaux qui étaient ce week-end, même Mathieu. Mathieu, je pense qu'il va faire, alors pas 80 minutes parce que toujours dans leur stats, il faut pas qu'un joueur fasse 3 fois 80 minutes, mais il va faire à minima 50 minutes contre le Stade Toulousain. Je pense qu'on peut pas se permettre de pas l'avoir. Je vois pas même s'il y a ce côté, de toute façon lui il faut le protéger parce que c'est notre dernier. Enfin si lui il pète, c'est bon, on peut clore la saison. Mais tu vois, je le vois voilà faire 50 minutes contre le Stade Toulousain. J'espère qu'on aura fait le taf pour pouvoir après le basculer, le faire sortir et après qu'il prenne ses vacances au Loup pour attaquer les deux matchs qui vont un peu faire notre saison, qui sont Leicester et probablement le Stade Toulousain parce qu'ils vont passer Bristol quoi. Moi, Ça me paraît presque risqué de lancer Jalib sur un match pareil. Il a fait 4 fois 80 minutes. Il s'est blessé en milieu de 6 nations. C'est une petite pointe au mollet, mais c'est quand même une blessure. Ce serait rageant d'aller le perdre à quelques semaines de la Champions Cup pour un match face à Toulouse. En fait, c'est le pire moment pour prendre Toulouse parce qu'effectivement, tu dois prendre des points, mais effectivement, tu dois reposer aussi tes cadres. Autant Moefana, pour moi, il faut y aller titulaire 12, 13, du moins sans débat avec Van Rensburg. Lucu aussi. Penaud, et j'aurais envie de, Buros évidemment, et j'aurais envie de dire un LBB, mais pareil, pour moi, il y a deux joueurs sur lesquels je me poserais vraiment la question, soit les mettre sur le banc, soit pas du tout. C'est vraiment Jalibert et LBB. Autant LBB, il y a du backup, donc ça peut s'entendre même qu'il soit resté au repos. Autant Jalib, c'est compliqué, mais de notre côté, là, face au stade, c'est une très très grosse pression. Donc ouais, très très dur, franchement. Là aussi, j'aimerais pas être à la place de Bru qui va devoir créer son 15 de départ parce que ouais, ça va pas être simple. Franchement, c'est très très dur. Ouais, de toute façon, on va revenir après sur la Ouais. feuille de l'UBB. Moi, je suis assez persuadé que LBB va jouer 80 minutes Ouais. et que Jalib va aussi jouer 80 minutes si c'est nécessaire. Et derrière, au repos pour le week-end Oui. face à Lyon. Quand tu regardes l'an dernier, bon, Jalib, il n'était pas au tournoi destination, mais LBB était bien là. En fait, ce match-là, tu l'as dit Thibaut, on peut pas tellement le perdre. Je vois pas de calcul possible. Il faut absolument qu'on le gagne. Et pour moi, je pense que les vacances viendront après avec le match au Loup. Mais là, sur un match comme ça, dimanche soir au Matmut, Non, t'as raison. je vois pas de monde où Bru met un Lucu qui tu veux à partir de la 50e. On a déjà fait cette erreur-là face au Stade français, avec du coup cette programmation de la sortie de Jalib, où tu es devant à la 50e, tu fais sortir Jalib pour lui permettre d'aller jouer ce 6 Nations dans les meilleures conditions. Moi, j'avais détesté ce choix-là. J'espère que... alors, si le joueur se sent bien, etc., et qu'il est à Bien sûr. 100%, qu'on va mettre toutes nos forces ce dimanche parce que il faut absolument qu'on... En tout cas, il faut vraiment pas qu'on perde ce match, même si c'est pas rédhibitoire, parce que derrière, tu peux toujours gagner au loup, mais ça nous mettrait pas dans des bonnes dispositions et potentiellement on se rejoue 3 semaines plus tard, donc ça nous mettrait vraiment pas dans des très bonnes dispositions, je trouve. Ouais, après ça, enfin, pour moi, ce sera quand même un tout autre match. Bien Enfin, sûr, rappelle-toi l'année oui. dernière, on avait dit, même si on gagne à l'arrache, on a dit, ouais, l'UBB avec son équipe type se fait limite battre par les espoirs de Toulouse, et après, bon, on a vu le suite en quart de finale, donc ce sera complètement une autre compétition, un autre arbitrage, une autre façon de jouer. C'est vraiment limite pas un autre sport, mais tu vois, c'est vraiment pas pareil le top 14 de la Champions Cup en termes de jeu, d'arbitrage, etc. Donc
je suis pas inquiet. Même si tu perds ce week-end-là, c'est pas dire que tu es éliminé en Non, mais quart. c'est pas ça Et que je veux qui dire. a... Mais en tout cas, si tu gagnes, tu te mets des petites. Tu prends peut-être un mini ascendant psychologique. En fait, si tu perds, tu pars, je trouve, avec l'ascendant Mais psychologique côté Stade Toulousain. Et t'as pas C'est besoin de ça. C'est ça que je veux dire. c'est ça qui est dur, je trouve, dans la saison de Bru, c'est qu'il a vraiment, vraiment eu toujours, à quasi chaque match, ces débats-là. Il a jamais eu une compo facile à faire une semaine avant le match là. Il doit être encore, et nous-mêmes, on n'est pas d'accord, à se dire, mais est-ce que je repose tout le monde au Loup? Est-ce que je fais une équipe hybride au Loup et à Toulouse pour ramener et contre Toulouse pour ramener des points? Elle est vraiment pas simple. Encore une fois, tu vas te dire, ouais, là, je lance Jalibert, puis je l'envoie une semaine en vacances la semaine d'après. Et je pense que tu as totalement raison, Cyril. C'est la meilleure méthode. Tu l'envoies parce que tu dois gagner à la maison. Et c'est moins grave si tu perds à Lyon et en même temps tu reposes les cadres et tu arrives frais pour Leicester. Donc c'est cohérent. Mais c'est quand même toujours pénible. Tu sais jamais. Là, Jalibert, il vient de gagner, il vient de faire 4 matchs, il a fait la bringue. Ça doit de suite reprendre avec le top 14 dans un gros match un dimanche soir et compagnie. C'est jamais bon. C'est là qu'un Carberry, par exemple, s'il y avait eu Carberry, il n'y aurait même pas eu de débat. Tu te dis, ben là, effectivement, t'envoies Carberry. Quoique. Mais dans l'idée, t'aurais eu, en tout cas, la réflexion de te dire, bon, je mets Carberry potentiellement titulaire 50 minutes et j'allie pour finir. Là, tu peux pas mettre Larag en ouverture. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. Je trouve que la saison que vous vivez en ce moment, elle est pas facile. Et là, ça fait encore un match un peu piège, en tout cas qui pourrait être piège, dans lequel, ben, va pas falloir tomber dans le piège et faire le plein de points avant justement de pouvoir à la limite tomber dans le piège lyonnais. Ce sera moins grave. Mais ouais, c'est pas facile, toutes ces compos de l'UBB. Ouais, non, c'est vraiment une saison qui est compliquée parce que tu cours derrière en fait les points C'est ça, ouais. qu'il te faut depuis le début, depuis cette défaite au Stade Français ou au Racing, je sais plus lequel était avant l'autre, mais c'est vrai qu'on est en galère de points, on aimerait avoir quelques points en plus. Ce qu'on aime bien faire depuis quelques semaines maintenant, c'est choisir un joueur dans l'équipe adverse qu'on aimerait voir à l'UBB. Un seul joueur qui serait la plus grosse plus-value pour nous. Tu mettrais qui, Yann? Bah, la réponse facile, Dupont. Parce que forcément, tu as une charnière Dupont-Jalibert, je pense que tu es serein. Et, mais quand même, le joueur qui est exceptionnel et qui. Alors, on Va a falloir un choisir après, énorme. hein, par contre, si tu cites plusieurs joueurs. Hein. Ouais. Je, je pense que. Voilà, si je choisis, sûrement Ramos. Voilà, parce que je pense que c'est deux joueurs qui parlent le même rugby. Et puis, si tu as le buteur international de ton côté, ben, c'est pas lui qui met les transformations en finale de top 14. Toi, tu verrais qui, Thibaut, pour. Mais le raisonnement est pas mal, mais ben, le raisonnement est pas mal parce qu'effectivement, tu peux te permettre au moins de reposer aussi ton 10 si jamais Jalibert tourne, donc tu as un 10 de calibre international instantanément. Donc ouais, clairement, sur les manquements de l'effectif de l'UBB, aujourd'hui, ce serait vraiment top. Mais si je devais penser plus, on est au complet, on recrute un peu, on restructure un peu derrière, je dirais que je garde Buros en cadre et tant pis pour Ramos et je prends Jack Willis, je pense, en troisième lignelle pour sécuriser le jeu au sol, pour ben, le travail qu'il a là-bas est colossal et ben, vous allez le revoir puisque vous l'avez déjà vécu et vu le travail que fait Tom Willis. C'est des mecs qui sont pour moi des game changers devant. Et aujourd'hui, j'en vois pas. Mathieu pourrait un peu de temps en temps s'en rapprocher, mais il en est encore loin. Les Gazzotti, les Beauchaton, les Verntaillefer, les Woki, il n'y a pas vraiment cette densité en troisième ligne. Et ben, Tom Willis va la porter. On rajoute son frérot en 7. On fait une petite association Willis en troisième ligne. Oh, je pense que vous allez bien manger pendant quelques années. Ouais, ouais non, c'est vrai que Willis, c'est forcément un nom qui arrive, mais tu vois, on a quand même et on espère le voir un jour, un Jean-Luc Duprez, qui est censé amener, tu vois, ce genre Bien de vu. profil. Pour l'instant, on l'a pas suffisamment vu, on espère le voir un peu plus, et d'ailleurs, il devrait peut-être potentiellement revenir contre Toulouse. Et c'est pour ça que, pour moi, le choix, c'est Thomas Ramos, mille fois. J'adore Buros, mais effectivement, un Thomas Ramos, il te permet. Déjà, c'est un leader. Tu veux l'avoir dans ton équipe plutôt que contre toi parce que il invective tous ses partenaires. Il parle à C'est vrai. l'arbitre. C'est un leader, mais par l'exemple. C'est C'est un un des vécu. meilleurs buteurs du monde. Il peut jouer 10.
Donc effectivement, bah là l'an prochain, si t'as Ramos, bah tu te poses plus trop la question du coup de est-ce que tu prêtes la rague à Béziers, bah, bah vas-y hein, Joseph. Hein. Nous on a Jalib, Ramos et Reus. Donc non, vraiment c'est le joueur en fait qui nous manque, moi je trouve. Hein. Et puis il est tellement fort et tellement clutch. Donc pour moi c'est lui sans hésitation aucune. Et tu vois, tu as mentionné Dupont, Yann. Jamais de la vie, j'échange Maxime Lucu contre Antoine Dupont. Pour rien au Pour monde. rien au monde. Et puis avoir un Lucu Ramos pour becter à l'arbitre et à tous les mecs, là je peux te dire que ça va être. Il n'y aura pas un match où ça va s'oublier. Hein. Là ça va travailler de la première à la 80e. Ce sera la connexion parfaite, Lucu Ramos. Ah ouais, non, mais oui. Ce serait pour moi le rêve. C'est vrai. Petite compo de l'UBB, et puis après on a fini ce petit épisode. Alors, je vous propose, et je vais pas être très, très original dans mon pack, puisque je propose un Poirot, Lamotte, Sadi. Deuxième ligne, Coleman, Caso. Et troisième ligne, Gazzotti, Mathieu, Woki. J'ai préféré Coleman Caso plutôt que Palu Coleman, ce qui avait été fait à Pau notamment, mais qui ne m'avait pas forcément donné une grande satisfaction. Là, je pense que c'est bien de mettre directement les gros porteurs, surtout que Caso, en sortie de banc, il n'avait pas été incroyable au hameau. Ouais, c'est ça. De toute façon, peu importe l'équipe, enfin, bah, forcément, hein, plus tu mets tes cadres, plus tu as des chances d'avoir un gros match, mais de toute façon, ce qui va jouer, c'est l'intensité qu'on va vouloir mettre et comment on va se mettre dans le match. Tu vois, Caso, tu l'as dit, hein, il est rentré, il a été mou face à Pau où Maximin l'a complètement éteint sur des gros plaquages. Donc voilà, ça va être comment on va rentrer dans ce match. Après, ton 5 de devant, c'est là ce que tu as mis, c'est probablement ce qu'on peut mettre de mieux. Euh, donc forcément, on aurait été content d'aligner Coleman Sadi en finale, voilà, de top 14, où on a carrément explosé en mêlée. Donc, et en plus, Sadi, voilà, on a hâte de le voir en plus reposer. Ça devient vraiment un joueur ultra complet. J'ai envie de le voir face à une grosse équipe comme le Stade Toulousain. Ouais, c'est une belle construction de pack. Ça va être un bon mix de déplacement et de dureté, que ce soit avec Sadi et Coleman pour le poids, mais aussi avec cette troisième ligne ultra mobile. Non, franchement, agréablement surpris. J'avais pas réfléchi à la compo potentielle de l'UBB. J'avais pensé à celle du stade et ouais, ça va être pas mal. Je pense qu'il va y avoir un match intéressant avec un Willis qui va vouloir potentiellement ralentir les ballons, mais ça va être un peu le seul. Donc, je sais pas si finalement devant on va être si dominant que ça. J'aime beaucoup le pack que tu as annoncé. Donc, on risque un peu de faire au moins jeu égal, voire peut-être même d'être dominé par ce pack de l'UBB. C'est vrai que côté pack, finalement, on est plutôt pas mal là avec les retours de. Potentiellement, il y a Barlow aussi qui est de retour. On a mentionné Duprez, Ok. Beauchaton aussi. La vraie interrogation, c'est cette blessure au mollet de Cameron Wauquiez avec l'équipe de France. Visiblement, Oui, il aurait contracté à Pau. Mais est-ce qu'il sera apte pour jouer contre Toulouse? Ça peut être très très embêtant de notre côté si on n'a pas notre Kamandoki pour sécuriser les touches. Mais quelque part, il faut aussi qu'on puisse s'en passer à un moment ou un autre parce qu'il a joué quasiment tous les matchs. Je crois qu'il a raté un ou deux matchs de l'UBB. Mais son absence peut être très préjudiciable dimanche. carrément, ouais. Surtout qu'en plus, lui, c'est une touche ou deux touches gagnées sur l'ancien adverse, quoi. Donc voilà. Rencontre. Ouais, Plus, donc plus le travail abouti dans le jeu courant. Il est ouais, phénoménal cette année. Hein. Oh, il waouh, revient bien. c'est fou de voir ce gars partir de l'UBB avec autant de talent, aller au Racing en se disant c'est fou, il est là, mais il n'est pas transcendant, il perd sa place en équipe de France, il est plus si brillant, et revient à l'UBB en l'espace de 4 mois, il redevient un joueur international de très 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 haut niveau. Quoi. Franchement, il est bluffant. Il a vraiment du talent, il n'est pas extrêmement solide, mais il a un très bon rugby de déplacement, de positionnement. Ouais, c'est sûr que si Woki est absent, ce serait plutôt une belle affaire pour nous. Mais en tout cas, ouais, fait vraiment envie de souligner que joueur excellent, Woki est trop content qu'il ait réussi à revenir à son meilleur niveau. Et nous donc, côté lignes arrière, alors bon, on en a déjà un petit peu parlé, donc on connaît un petit peu la position de chacun, mais Lucu Jalibert pour moi à la charnière, aux ailes, Bielbiaré, Penaud, au centre,
Van Rensburg, Moefana, du coup, avec Moefana en 13, mais potentiellement, ça peut être un Moefana Huberti, à voir ce que Ouais. décide le coach. Et Buros, du coup, en 15. Il y a des petits doutes sur cette paire de centres, mais à part ça, ça devrait ressembler quand même à ça. Moi, j'ai pas de doute sur la paire de centre. Je pense que de toute façon, Huberty est un super joueur de complément, mais il va pas pouvoir. En fait, il faut préparer les matchs qui couperaient. Et Huberty a pas ce super pouvoir qu'a Yoram sur les phases offensives et pour attaquer les intervalles. Il est pas si fort que ça en attaque. Par contre, c'est un mec ultra fiable, ultra solide, toujours constant, notamment en défense. Mais tu as quand même besoin d'avoir cette incertitude et Yoram va pouvoir te l'apporter. Donc, plus vite on va faire jouer cette paire de centres, mieux ils vont pouvoir s'entendre, mieux ils vont pouvoir trouver leur automatisme et on va pouvoir essayer de compenser un peu la perte de Nico. Et puis après, Louis, bah voilà, s'il joue, moi ça me va. Après, sinon, bah, de toute façon, c'est Madoche, quoi. À mon avis, pour le remplacer, un sprinter pareil. C'est pour ça qu'on l'a recruté, c'est pour qu'il fasse reposer Louis avant d'attaquer les matchs de phase finale. Ouais, et puis son entrée a été vraiment, vraiment intéressante. Il manque malheureusement d'aplatir le ballon qui aurait pu peut-être remettre un peu l'UBB dans le match. Mais hormis ça, voilà, il avait quand même. Ben, on voit en fait, c'est un joueur qui dévore les espaces. Et à l'UBB, des espaces, t'en as, mais toutes les 2 minutes. Donc c'est un joueur qui peut vraiment se régaler. Et effectivement, quand on voit que ben, Louis a fait 5 matchs sur 5, 80 minutes, quelques courses épuisante, même s'il est lié, qu'il a 23 ans, quand tu peux installer Madoche, c'est pas très très grave. Donc ouais, c'est plutôt un backline plus qui nous attend, avec des match-ups qui vont être vraiment intéressants, parce que si j'en crois les informations du jour, on pourrait avoir Romain qui serait de retour, donc on aurait droit à notre énième Romain Tamac Jalibert. Et rien que pour ça, on les a allumés, les matchs Cristiano Ronaldo-Messi. Bon, ben là, la terre entière sera en train d'allumer ce match juste pour voir les deux légendes s'affronter. Mais non, sans plaisanterie, Graou Ntamak face à Lucu Jalib, très très cool. On pourrait avoir du Chocobarès avec du Gourg, donc trop bien face à du Van Rensburg Moefana. Et aux ailes, bon, des Lebel, moins hypant que ce que propose l'UBB, mais ça peut être sympa avec en 15 peut-être la jeunesse de Rému face à Buros. Je pense qu'effectivement, on n'a rien à perdre. Nous, l'avantage, c'est que quand j'entends cette équipe, ben, l'UBB me semble un peu supérieur. Le pack, la ligne arrière, si effectivement Jalibert est là, parce que là, pour le coup, ça c'est important. Mais ouais, ça va être un match où on n'a rien à perdre, et quand on n'a rien à perdre, on est souvent pas mal. Donc ouais, hâte vraiment d'être à dimanche, parce qu'on pourrait avoir un beau match de rugby pour peu qu'il fasse beau. Il fait toujours beau à Bordeaux. Sur le banc, juste pour finir rapido, moi j'avais mis un percho, ça ou Barlow d'ailleurs, s'il est apte. Tammy Funa, Boris Palu pour la deuxième ligne. Duprez, Van Taillefer. Donc, du coup, un banc en 6+2 avec Retière et Huberty pour compléter ce banc. En espérant voir Retière rentrer à l'aile plutôt qu'en 9. Même si je sais que Yann, tu voudrais que on finisse le match avec une charnière Retière Lucu plutôt que Lucu Jalibert pour qu'il puisse sortir et se reposer. Mais voilà un petit peu pour le banc. Ouais. Ou alors un banc À 5 voir si plus tu. 3 avec un Uto qui viendrait sur le banc. Mais si c'est pour pas trop le faire jouer, je vois pas tellement l'intérêt. Et puis après, voir si tu mets à la place d'Ouberti un Rayassi. Toujours le même débat, mais tu vois, un mec qui peut jouer 3 postes, peut toujours être aussi intéressant. C'est vrai. C'est vrai, mais en tout cas, le banc est bien construit. Je pense qu'effectivement, un 6-2, ça a plus de sens, surtout dans des matchs comme celui-là, face à une équipe un peu de seconde zone, comme peut-être Perpignan ou Montauban, tu aurais la possibilité de faire Uto Retière. Mais quand tu as effectivement une grosse confrontation, que Retière a plutôt été satisfaisant en neuf, sans être exceptionnel, mais en tout cas satisfaisant, c'est dommage de se priver d'un avance supplémentaire ou à la limite d'un autre poste derrière. Donc ouais, je trouve que l'idée du 6-2 est bonne, que le banc est intéressant. Je savais pas que Duprez pouvait potentiellement revenir, que Barlow pouvait potentiellement revenir, plus Tami Funa. Ouais, c'est un joli banc bien construit, avec un beau pack titulaire, un beau backline. Ouais, ça va être plus dur que prévu pour le Stade Toulousain. Ouais, parce que toi, t'avais anticipé une victoire facile, tranquillou, Ouais, quoi. clairement, je me suis surestimé. On va,
On va rester à notre place là, tranquillement. Bon, mais du coup, rendez-vous dimanche à 21h pour voir si le Stade Toulousain va enfin gagner au Stade Atlantique, parce que visiblement, c'est pas un stade qui vous réussit trop. Mais en tout cas, merci beaucoup Thibaut. C'était trop cool de passer une petite heure et demie avec toi pour la preview de ce match. On rappelle qu'on te retrouve sur les réseaux sous le doux nom de Greg Aki, notamment sur Twitter. Si vous voulez aller voir de quoi papote Thibaut. Merci beaucoup Thibaut. Merci à vous les mecs, c'est toujours un plaisir vraiment. Et on devrait en faire tous les mois et demi des matchs Stade Toulousain UBB. Franchement, c'est toujours un plaisir. Et j'ai hâte que ce match ait lieu. Et en attendant, je vous souhaite à tous, chers auditeurs, une belle semaine jusqu'à ce choc des légendes. Des légendes. Et de toute façon, c'est juste un petit apéritif avant ce quart de Champions qui nous tend les bras achabant cette fois potentiellement. Mais bon, la route est encore longue d'ici là, mais on te réinvitera avec plaisir à ce moment-là si on en a l'opportunité, l'occasion. Yannou, merci beaucoup. Passe une très bonne semaine et puis on s'écrira devant le match, quoi. Allez, salut tout le monde. Salut tout le monde.